Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le directeur général de la société West African Energy placé sous mandat de dépôt, Samuel Sarr, est soupçonné d'avoir mené des opérations douteuses estimées à 8 milliards de francs CFA. Moustapha Diakhaté va lui aussi passer sa première nuit en prison. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme. Après la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se dit secoué et souhaite qu'une solution soit vite trouvée. Un affrontement entre agriculteurs et éleveurs fait un mort. À Touba Diop, c'est dans le département de Malé-Modar. Le porte-parole des éleveurs dénonce cet acte et réclame justice. Et puis, le Comité national des droits humains présente sa feuille de route avec un plan d'action stratégique de 5 ans. L'accent est mis sur le renforcement des institutions et la promotion des droits humains. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Samuel Sarr, placé sous mandat de dépôt, son interpellation fait suite à une plainte de l'ancien président du conseil d'administration de la société West African Energy qui soupçonnait des opérations douteuses estimées à près de 8 milliards de francs CFA. Moustapha Diakhaté également, ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'époque, a été de son côté condamné à 2 mois de prison ferme. Il est déclaré coupable des délits d'insulte par le biais d'un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Célébration de la 3e édition de la Journée nationale des Daara. Le président de la République annonce la tenue des Assises nationales des Daara. C'est pour apporter des réformes profondes dans le but de moderniser les institutions arabo-islamiques traditionnelles en percevant leur vocation spirituelle. Le chef de l'État a d'ailleurs magnifié les performances des écoles coraniques qui s'illustrent lors des compétitions internationales de mémorisation du Coran. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, que je vous propose d'écouter. Il est ici au micro de nos confrères de APS TV. J'annonce aujourd'hui la convocation des premières assises nationales des Daara. Ces assises qui réuniront tous les acteurs concernés auront pour mission de réfléchir à une refonte en profondeur du système des Daara. Il s'agira, dans le cadre de ces assises, de repenser leur place dans le système éducatif national afin de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur voie éducative. Il s'agira de diversifier les contenus pédagogiques en introduisant des disciplines modernes telles que les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et les compétences techniques pour préparer les jeunes à un monde en constante évolution. Troisièmement, il s'agit de créer un cadre institutionnel et financier stable pour soutenir les Daara à travers notamment des partenariats publics-privés et un appui accru de l'État. Cette réforme ne vise pas à dénaturer les Daara, mais à leur permettre de répondre avec efficacité et pertinence aux exigences de notre époque, tout en préservant leur âme et leur vocation première. Déjà, les Daara modernes témoignent de leur capacité à s'adapter et à exceller. Les succès éclatants des Ndongo Daara lors des compétitions internationales de mémorisation et de récitation du Saint-Coran en sont une preuve éclatante. Ces jeunes garçons comme filles font honneur à la nation et portent haut le flambeau de l'excellence sénégalaise. Par ailleurs, les élèves issus des Daara qui poursuivent des études classiques dans nos universités et établissements d'enseignement supérieur illustrent la complémentarité qui peut exister entre tradition et modernité.
À l'occasion de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale des Dara, les maîtres coraniques invitent les autorités à mettre en place un programme pour leur permettre d'avoir un salaire. Selon eux, ils font face à plusieurs difficultés et ces derniers ont espoir que les nouvelles autorités vont se pencher sur leur situation. C'est un sujet de Ndiogou Faye. Dans les daras, le bruit des voix des apprenants récitant le Coran rythme la journée. Ces lieux d'enseignement profondément enracinés dans la tradition sénégalaise et communément appelés daras accueillent beaucoup d'enfants et de jeunes chaque année, dans le but de leur fournir une éducation spirituelle. À l'occasion de cette journée nationale dédiée aux daras, la principale revendication pour certains est la prise en charge salariale. Les daras ont besoin d'être soutenus, surtout en ce moment. Parce que s'agissant de l'enseignement français, le problème est presque résolu. Parce qu'à la fin de chaque mois, tu as la possibilité de percevoir ton salaire. Ce qui n'est pas le cas du maître coranique qui ne compte que sur les cotisations des enfants. Celui-ci a besoin d'être aidé. Les revendications pour ces chefs de Dara vont au-delà de l'aspect pécuniaire. Elles concernent également la prise en charge des enfants et le logement. Le président du Dara, Cheikhoul Khadim, estime quant à lui que l'État n'a aucune contrainte pour soutenir les Dara. L'État n'a aucune contrainte pour satisfaire les besoins des Dara parce que le cas de l'école française est résolu, de même que l'école franco-arabe. Leur objectif est toujours de veiller à la bonne marche des Dara. Ils se sont rendus à l'évidence qu'il fallait intégrer les Dara dans le programme de l'éducation à cause du rôle qu'ils jouent. Ils restent tout de même confiants que les nouvelles autorités sauront répondre aux attentes liées au secteur. J'ai vu en eux une autre démarche et j'ai l'espoir. Je vois qu'ils sont proches des Dara et qu'ils appuient les Dara et ils ont foi aux Dara parce qu'on a vu le président réciter des sourates ainsi que le premier ministre le fait également. Donc nous avons encore plus espoir. En attendant les conclusions qui seront tirées au sortir de la célébration de la Journée nationale des Dara, les maîtres coraniques continuent d'étaler leurs revendications dans l'espoir d'une réponse favorable de la part des autorités. Et puis ce communiqué de la présidence de la République avant de poursuivre après la proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives du 17 novembre 2024 par le Conseil constitutionnel. Le président de la République a signé le décret numéro 2024-3290 du 28 novembre 2024 fixant au lundi 2 décembre 2024 la date d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élu, au communiqué signé par le ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly. Titre affrontement entre agriculteurs et éleveurs. Un affrontement qui a fait un mort. Le drame s'est produit à Touba Diop, c'est dans le département de Malem-Hodar. La victime a reçu une balle selon ses proches qui dénoncent cet acte et réclament justice. Je vous propose de suivre les explications de Ali Djegui. Il est le porte-parole des éleveurs. Il est ici au micro de notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Falbop. am suñu kale bi ñu rey daara ji dañ ko fetel te moom biñ koy fetel moom ñi ko teew yépp dañu wax ne si mbooy rek lañ ko fetel. Le drame a eu lieu à Dara Diop. La victime a reçu un coup de feu. Ce qui nous fait mal, c'est que d'après ce qu'on dit, il a juste été trouvé à côté de ses troupeaux, il a été attaqué. Lorsque des gens estiment avoir subi un préjudice, ils ont le droit de demander réparation, mais ils n'ont pas le droit de tuer. Ce qui s'est passé nous fait très mal et nous demandons que justice soit faite. suñu tiis ak suñu nakari lépp nag liñ xam ne yoon war na ci def loolu lañu ñaan. Le Comité national des droits humains du Sénégal a présenté un plan d'action stratégique pour les 5 prochaines années. Le plan met l'accent sur le renforcement des institutions, la promotion des droits humains et la collaboration avec l'Assemblée nationale. Parmi les priorités figure la vulgarisation des droits des populations,
vivant aux côtés des entreprises extractives. Amingom. Il a fallu plusieurs jours de réflexion pour que le Comité national des droits humains élabore un plan d'action pour les 5 prochaines années. Parmi les principales orientations, le renforcement institutionnel du CNDH, le redressement du statut du Sénégal en matière de droits humains ainsi qu'une collaboration accrue avec le Parlement. C'est d'abord et avant tout le retour du Sénégal au statut A. Nous avons été ravalés au statut B, contrairement à ce qui se passe dans le monde de manière générale. Le Sénégal veut revenir au statut A. Ce que nous voulons et ce que nous allons faire, c'est d'arriver, de nous rapprocher le maximum possible au principe de Paris, qui a des exigences en matière de droits humains. Mais nous voulons aussi, dans le cadre de cette première orientation stratégique, nous référer au principe de Belgrade de 2012, qui exige que les institutions nationales des droits de l'homme travaillent avec le Parlement, l'Assemblée nationale. Il est également prévu de mener une campagne de vulgarisation des droits des populations vivant en collaboration avec les entreprises extractives. Nous avons aussi, dans le cadre de cette orientation stratégique, prévu de vulgariser les instruments juridiques régionaux, internationaux, relatifs aux entreprises dans leurs relations avec les droits humains. C'est fondamental. Les entreprises d'exploitation de l'or, du diamant, enfin, espérons qu'il y a du diamant dans notre pays, pétrole et autres. Dans ces zones, évidemment, il y a beaucoup de problèmes de violation des droits humains et nous avons dans notre programme d'action, eh bien, la vulgarisation de tout ce qui est instrument juridique relatif à cette relation entre entreprise et droits humains. Pour ce faire, il est nécessaire de clarifier les responsabilités de chacun. Ça signifie que nous devons mettre le doigt sur la responsabilité des acteurs. Et quand on parle de responsabilité des acteurs, c'est principalement la responsabilité de l'État qui signe les engagements, qui s'engage et qui doit respecter ces engagements. Quand on parle de responsabilité, on parle aussi de redevabilité. Quand l'engagement n'est pas respecté, eh bien l'auteur du manquement est redevable vis-à-vis des personnes concernées. Enfin, l'accent sera mis sur le renforcement de la bonne gouvernance ainsi que sur la protection et la promotion des droits humains et politiques. Pour un bon déroulement de ces orientations, le CNDH opte pour la décentralisation et la digitalisation des services. Amingom, parmi les orientations du Comité national des droits humains, l'environnement, selon Amsatou Sow Sidibé, présidente du comité, elle annonce d'ailleurs une campagne de sensibilisation sur les droits humains et le changement climatique. Nous l'écoutons. D'autres activités, toujours dans cette orientation stratégique, c'est la sensibilisation. Dans quel domaine? Dans le domaine environnemental, parce qu'il faut sensibiliser les communautés sur les changements climatiques. Pas seulement les communautés, mais travailler avec les pouvoirs publics et les organisations privées autour de cette question fondamentale de l'environnement. L'environnement étant en lien direct. Parlons éducation à présent. Le professeur Bouba Diop
se prononce sur ce qui se passe à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils se sont tristes et secoués. Ils souhaitent qu'une solution soit vite trouvée. Le professeur Bouba Diop, ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je propose de l'écouter. Un enseignant, un citoyen, quand il apprend ces nouvelles, il est très secoué. Ça fait très mal de voir que, on est encore dans des situations très difficiles, surtout dans un secteur aussi sensible que l'éducation et au niveau universitaire. Donc, mon souhait, c'est, comme le souhait de la grande majorité des Sénégalais, de ceux qui vivent au Sénégal, c'est de trouver rapidement des voies de solution, que les acteurs puissent reprendre langue et, ma foi, que le débat soit élargi pour des solutions durables. Je crois que c'est surtout ça le plus important. Voilà donc mon sentiment. Donc, je suis de très loin, mais je suis aussi de très près. Université Assane Seck de Ziguinchor, la coordination des étudiants continue de déplorer la décision du conseil académique de suspendre les enseignements. Les étudiants rejettent toute tentative de dissolution et de musulmans en son sein. Leur structure. Il rappelle le ministre de l'enseignement supérieur son engagement et l'invite à respecter ses promesses au communiqué signé par la coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cérémonie de présentation de drapeau pour les stagiaires de la 44e promotion de l'ENSOA de Kaolack, la première phase de la formation. Ces stagiaires, qui sont au nombre de 182, sont venus de 10 pays voisins. Le colonel El Hadj Moma Omar Faye, commandant de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack, se félicite de la confiance que ces pays accordent au Sénégal. Le colonel El Hadj Omar Faye, commandant de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack, est ici au micro de notre correspondant permanent à Kaolack, Sekou Diallo. Présentation de drapeau fait suite à l'initiation de la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs qui est entrée à l'école le 5 septembre et qui a fait 45 jours dans la formation initiale qu'on appelle formation initiale du combattant. Le but de cette formation, c'est vraiment de raffermir la cohésion, mais également de leur faire sortir du statut de civil vers un statut militaire avec une nouvelle façon de penser qui est plus conforme au statut de militaire et au métier des armes. Donc cette promotion qui a l'honneur aujourd'hui, la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, comporte en son sein 182 stagiaires, dont 23 personnels féminins. Et nous avons également eu l'honneur d'accueillir 21 stagiaires de pays amis. Donc il y a 10 pays amis qui nous ont fait la confiance et l'honneur de nous confier leurs stagiaires. Et ça, ces valeurs ou vertus sont le sens du sacrifice, sont la confiance en sa hiérarchie, c'est la loyauté envers la nation, c'est l'esprit de camaraderie entre autres, qui sont réellement des valeurs fondamentales pour tout militaire qui se veut également être un gradé dans l'armée, parce que rappelons-le, ces élèves sous-officiers d'actifs ont pour vocation d'être des cadres dans les armées. La présence des pays voisins, pour nous, c'est une grande marque de confiance. Et ça montre également toute l'amitié qui réunit les différents pays et également la fraternité d'armes qui existe entre nous et ces pays-là. Et c'est toujours pour nous un honneur d'avoir ces stagiaires. Cette année, nous avons l'honneur de recevoir des stagiaires de 10 pays amis. Le prix Aja Awards de la jeunesse africaine a été officiellement lancé. C'est pour encourager les jeunes à développer leurs projets. Au moins 500 candidatures venues de 23 pays ont été enregistrées. Compte rendu signé Koumbasei et Barasso. Valoriser l'excellence africaine en mettant en avant des jeunes dont les projets et initiatives impactent positivement le continent est l'un des objectifs de AJA
Awards de la jeunesse africaine. C'est une plateforme de reconnaissance, de formation et de mentorat qui rassemble les esprits les plus brillants et les plus innovants d'Afrique, qu'ils soient entrepreneurial, artistique, social ou scientifique. Les Awards de la jeunesse africaine ont été mis en place pour célébrer la jeunesse, pour magnifier les projets de la jeunesse et pour l'entendre. C'est extrêmement important. La jeunesse aujourd'hui, on donne beaucoup de chiffres, j'aime pas trop citer de chiffres parce qu'ils varient beaucoup, mais on parle de plus de 70% de la population âgée d'à peu près 19 ans. Donc c'est un chiffre qui doit alerter les autorités et qui doit tous nous interpeller parce que nous avons besoin de cette jeunesse qui est une force selon nous. Et les Awards de la jeunesse africaine, ce n'est pas que de reconnaître leur valeur ajoutée, c'est aussi les accompagner en structurant une plateforme qui va leur permettre d'avoir un accompagnement technique auprès de mentors, auprès de coachs et auprès d'experts. La cofondatrice pense que les jeunes doivent être accompagnés pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, l'idée de ces Awards de la jeunesse africaine, c'est de leur permettre de réseauter. Aujourd'hui, un jeune qui se retrouve seul ne peut pas avancer aussi vite qu'un jeune qui est accompagné, qu'un jeune qui est structuré. Donc, je veux offrir, à travers ce projet, et les cofondateurs sont également de cet avis, c'est de permettre à ces jeunes d'atteindre quelque chose, mais d'être accompagnés. Si les compétences au niveau des ressources humaines ne sont pas là, si les compétences au niveau financier ne sont pas là, au niveau de la presse, de la communication, comment avancer si on n'est pas accompagné? Aujourd'hui, c'est ça que l'on propose à travers les Awards de la jeunesse africaine, c'est de leur dire qu'on tend la main. Aujourd'hui, cet échange intergénérationnel, il est extrêmement important. Nous avons besoin de tendre la main à cette jeunesse pour qu'elle avance, pour qu'elle impacte et pour qu'elle innove. C'est ça l'idée des AGIA. Fatimata revient sur les projets portés par les différents candidats. Comme vous le savez, les Awards de la jeunesse africaine, c'est 5 catégories. Donc aujourd'hui, on va venir récompenser sur l'IA et les nouvelles technologies, mais également sur l'éducation et la culture, l'éducation et le sport, la culture, mais également l'environnement et la santé, qui sont aujourd'hui des secteurs clés de développement au niveau de l'Afrique. Donc on pourra voir les différents candidats présélectionnés, mais qui aujourd'hui sont dans des questions agricoles, qui sont dans des questions de sensibilisation sur les questions de santé, de télémédecine. On a des jeunes qui sont en train de travailler dans les nouvelles technologies, qui sont en train de démocratiser l'information et de permettre à une personne qui ne parle ni français, par exemple, ou ni anglais, de pouvoir s'exprimer dans son langage maternel. Voilà, donc c'est un peu ça les différents projets qui sont portés par les candidats des AGIA. Les AGIA visent à soutenir ces jeunes innovateurs dans leur quête d'impact et de transformation en les accompagnant dans la réalisation de leurs ambitions. Cérémonie de présentation de l'ouvrage intitulé Mémorial des Oulamas et figures religieuses musulmanes de Saint-Louis du Sénégal. La production vient de deux professeurs, Cheikh Tidiane Fall et Mohamedoul Mokhtar Khan. Le livre retrace la vie et les enseignements des érudits arabo-islamiques passés par Saint-Louis. Antagaïndoé. Dans le cadre de la réhabilitation du legs du patrimoine arabo-islamique de Saint-Louis, deux professeurs se sont engagés à écrire sur les érudits du XVIIIe et XIXe siècle de cette région. Les deux tomes du livre intitulé Mémorial des oulémas et figures religieuses musulmanes de Saint-Louis du Sénégal sont structurés suivant des générations. Le premier tome met en lumière 38 figures religieuses. Alors, nous l'avons organisé c'est-à-dire par génération, parce qu'on avait une masse d'informations, il fallait organiser cela. Donc on a 5 générations qui se sont succédées durant ces 2 siècles à Saint-Louis. Pour écrire ce livre, qui est un legs pour les générations futures, les auteurs ont établi des critères de sélection en rapport avec la ville de Saint-Louis. 43 ont été magnifiés dans le deuxième tome, répartis en 4 générations. Les pionniers, première génération, deuxième, troisième et quatrième génération. De nombreux érudits ont été cités dans ce livre comme El Hadj Malick Sy, Serigne Touba, Mame As Camara, Sidi Tall, Abdou Majib Diop, entre autres.
Malgré quelques difficultés liées à la recherche et à l'accès à l'information, les deux auteurs ont annoncé la publication prochaine du 3e tome. Les Saint-Louisiens de souche, les Saint-Louisiens d'adoption, avec les Saint-Louisiens qui ont passé une bonne partie de leur vie à Saint-Louis. Un mot de sport dans cette édition, avec la 6e édition de la Coupe d'Afrique de Vovinam Viet-Vidao qui a baissé ses rideaux au Mali. Le Sénégal rentre avec 16 médailles en or, 20 en argent et en bronze. Les responsables du comité de gestion de cette discipline déplorent l'absence de soutien des autorités. La délégation du Sénégal a, selon eux, vécu un véritable calvaire au Mali. Ils invitent toutefois le président de la République à le recevoir. Muntaga Khan et Mamadou Ba. 16 médailles en or, même nombre en argent et 20 en bronze, c'est la performance de l'équipe nationale de Vovinam Viet-Vodao lors de cette compétition. Le vice-président du comité de gestion de la dite discipline revient ici sur les calvaires que ces athlètes ont vécu au Mali. C'était des conditions extrêmement difficiles. Alors, les jeunes sont logés donc dans un endroit qui n'avait pas d'électricité. Il y avait 4 heures d'électricité, puis 20 heures de coupure. Donc, extrêmement difficile avec donc des moustiques et la chaleur. Ils demandent à l'État d'éponger les dettes qu'ils ont contractées au Mali. On avait vu une dame là-bas qui pourrait donc préparer donc pour les athlètes. Et maintenant, tout en mentionnant donc des bons au niveau de la fédération malienne, qu'on pourrait amener, et on demande à monsieur le Premier ministre et à madame donc le ministre aussi donc de nous aider à éponger donc ces dettes que nous avons pu contracter au niveau du Mali. Question d'honorer en fait donc l'image de marque donc de notre pays, le Sénégal. Il demande au chef de l'État d'accueillir ces athlètes. Donc j'invite sincèrement, de manière solennelle, donc Monsieur le Président de la République, d'abord de nous accueillir en fait donc l'équipe nationale pour au moins honorer donc ces jeunes, encourager ces jeunes-là à faire de tels demain, parce que donc c'est un modèle, je pense. C'est un modèle donc de vie qu'il faudrait donc inviter la jeunesse à copier donc ces jeunes-là. Les responsables du Vovinam Viet-Vodao du Sénégal ont remercié le Premier ministre qui a travaillé à débloquer la situation avant leur départ. Mais au finish, le DAGE du ministère des Sports leur avait fait savoir qu'il n'y avait pas d'argent disponible. Muntaga Khan, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.